Laurence, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire une conférence sur l'IA à Régus, à Grand-B. Alors, quel était un peu l'objectif de cette conférence, on va dire? Eh bien, en fait, le chapter ESSEC et sa présidente Cécile Dosini m'ont demandé de travailler sur l'implantation de l'IA en entreprise et d'avoir la question des enjeux, une illustration notamment des risques et notamment pour les ressources humaines, qui est un sujet qui est le mien en tant que DRH. Comment l'IA rentre dans le DRH? Parce qu'il y a beaucoup d'activités à Maurice sur le sujet, mais on parle plus sur les finances, le côté financier, le côté informatique. Quelle est la pertinence au niveau des ressources humaines? Alors en fait, notre métier comme DRH a deux niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est l'accompagnement de la transformation des emplois avec l'introduction de l'intelligence artificielle dans les métiers. Et après, il y a un second volet qui concerne le métier des ressources humaines et là, comment on implémente pour nous l'IA. Donc on est à deux niveaux, c'est notre rôle. Donc, si je formule comme ça, vous avez besoin d'un poste. Prochainement, je ne sais pas moi, un poste pour générateur, concepteur IA. Vous avez mis ça dans IA pour choisir votre meilleur candidat, de faire le premier, comment je veux dire, le premier, on appelle ça du screening, la première étape de choisir ceux qui sont valables, c'est l'IA qui va décider Alors pour non, Laurence. nous n'utilisons pas l'IA. Il faut savoir qu'en Europe, nous sommes gérés par l'IA Act qui interdit certains types d'algorithmes. Si jamais nous utilisons l'IA à un moment du recrutement, nous sommes obligés de le dire pour éviter des biais. Je rappelle que l'IA, c'est un outil, c'est une machine, c'est un algorithme. Et donc, il faut faire très attention. En revanche, on peut se servir, et c'est plutôt des éléments d'automatisation, pour faire effectivement, une fois que la personne a postulé ou dans les bases de données, ce qu'on appelle le matching. Mais c'est différent de l'IA. Le matching, ça veut dire qu'on génère des mots, on peut générer, mais dans ces cas-là, effectivement, on l'annonce. Mais je ne vais pas chercher les candidats dans ChatGPT. Je poste encore des annonces. Est-ce que ChatGPT a encore de la valeur quand on voit tous les jours sur les réseaux sociaux de nouveaux types, de nouveaux produits qui sont gratuits ou payants? Est-ce que ChatGPT, c'est un peu comme le frigidaire contre le Alors, réfrigérateur? donc il faut prêter attention parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT et notamment de ChatGPT 5, qui est la dernière version qui vient de sortir. Sam Altman disait bien que bon, c'est l'équivalent d'un niveau doctorat. Pour autant, ce qui est problématique dans ChatGPT, c'est qu'il est alimenté par toutes les données, toutes les requêtes que vous lui demandez. Et je cite toujours l'exemple de cet avocat américain qui a été radié du barreau parce qu'il avait demandé à ChatGPT de lui faire la plaidoirie. Il n'avait vérifié aucune référence des articles. ChatGPT, où on a Mistral en France pour les entreprises, il faut prêter attention à ce qu'on appelle des hallucinations. L'hallucination, c'est ça a l'air vrai, mais c'est pas vrai. Vous savez, c'est un petit peu la pub sur certaines boissons, on vous dit ça ressemble, mais ce n'est pas. Et là, l'esprit critique est important. Donc il faut, quel que soit l'outil utilisé, il ne faut pas parler d'intelligence artificielle, mais d'intelligence augmentée. Cette intelligence doit nous aider, mais c'est un outil. Quand vous avez commencé votre conférence, vous avez parlé de la machine qui a décodé le code Enigma en 1945. C'est un beau film, hein? Oui, Et très émouvant. donc, ce qu'on parle d'aujourd'hui, ça date de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire. Alors en fait, ce qu'il a fait, c'est une machine à déchiffrement. Donc c'est effectivement des systèmes d'algorithmes avant l'heure. Et c'est ça, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme. C'est un algorithme, et c'est pour ça qu'on parle souvent de biais algorithmique qui est entraîné sur des données. Donc il faut que les données soient vraies. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on arrive à ce qu'on appelle des IA génératives qui peuvent générer leurs propres algorithmes après. Et c'est là d'où vient le danger, c'est-à-dire il peut ne pas y avoir de maîtrise totale de la chaîne. Voilà, donc toujours prêter attention et d'être transparent sur ce que l'on utilise. Dernière question sur ChatGPT. Quelques jours de cela, il y a une décision prise que cet algorithme ne peut pas donner des conseils financiers, des conseils juridiques et des conseils de santé. Vous êtes pour ce genre Alors, de régulation au sein de... Alors, ce qu'on appelle l'intelligence analytique et le brassage des données, quand vous avez des algorithmes qui sont bien entraînés, notamment au niveau médical,
ça peut donner une vision beaucoup plus globale et aider à la prise de décision, mais aider à la prise de décision seulement. Mais bien entendu, ça veut dire que tout le monde donne des données pures et sérieuses à travers le monde, parce que s'il y a de mauvaises données, il peut y avoir de mauvais diagnostics. Mais pour autant, en santé, on peut faire ce qu'on appelle de l'IA prédictive. En regardant des radios sur certains types de cancers, on peut connaître les évolutions. Là, ce qu'on appelle le prédictif est très aidant. Vous avez aussi des entreprises qui se servent de l'IA prédictive. On compare en fait les ventes de certains produits par rapport au climat, à la météo, les fêtes, et on se dit, ben, cette année, comme on a ce climat-là, eh bien, on va davantage vendre, je dis n'importe quoi, de crème solaire, etc., plus de boissons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IA prédictive, qui est un aide à la prise de décision, mais en aucun cas, on ne doit laisser seule l'IA gérer. On a eu trop de drames liés à des IA utilisées dans... L'automédication. Oui, puis conversationnel, hein, c'est-à-dire que vient de sortir un texte, alors nous on est protégés en France, mais vient de sortir un texte en Californie parce qu'il y a eu des suicides d'adolescents. En fait, ils n'ont pas vu qu'il parlait à une machine. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, la machine, elle n'a pas ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et l'intelligence pratique. Elle n'a pas été de bon conseil. Donc voilà, il y a eu des plaintes de parents. Parce qu'en fait, si vous posez une question, bah, la machine, elle répond avec les données qu'elle a. Donc aujourd'hui, on a des applications dédiées, mais il faut vraiment faire attention. ChatGPT n'est qu'un, voilà, c'est un magma d'informations et après, elle répond en fonction du Puis prompt on que a vous faites. l'impression, Laurence, que nous parlons à la machine depuis 40 ans. Depuis Non, le boom de l'Internet. Maintenant, les Mauriciens, il y a 2 millions de smartphones. non, là, Nous parlons. alors ça, c'est différent pour deux choses. Premièrement, ont été créées des infrastructures. Après les supercalculateurs, on a eu des data centers qui permettent à la fois de brasser des données et en même temps, effectivement, à les conserver. On a aussi un impact écologique fort, si vous voulez. Les nouvelles générations n'apprennent plus à réfléchir et se passent beaucoup de Google et autres pour faire des requêtes et demandent directement à ChatGPT. Et surtout, donc le point de vue écologique, en France, les data centers représentent déjà 2% de la consommation énergétique et d'empreinte carbone. Un data center, c'est l'équivalent d'une journée à 30 000 foyers. Donc il faut faire attention aux implémentations. Et surtout, aujourd'hui, nous ne payons pas le vrai prix de l'IA. Aujourd'hui, donc demain, ça augmentera. Donc demain, si réellement, et surtout, bon, il y a un impact, il faut apprendre à apprendre. C'est différent de pouvoir utiliser l'IA comme outil, mais les nouvelles générations ont vraiment besoin d'apprendre à apprendre leur métier. Des études ont été faites aux États-Unis et ailleurs entre des étudiants qui se servaient de l'IA au quotidien dans les cours et les autres. Au test final sans l'IA, c'est ceux qui avaient l'habitude de réfléchir par eux-mêmes qui ont eu les meilleurs scores. Et c'est ça, c'est notre rôle en tout cas en tant que parents et après en tant que DRH, de veiller à ce que quand les personnes viennent, elles apprennent à travailler sans IA au départ. Et l'IA est un outil qui viendra faciliter les choses. Mais il faut déjà savoir faire le travail sans. Venant à mon corps de métier, alors comment ça? Parce que dans le cours journalistique, il y a beaucoup de métiers. Vous avez le journaliste, la secrétaire, rédacteur en chef, directeur de publication, secrétaire de rédaction. Comment ça va évoluer? Parce que sinon, je dis, il fait un accident, bon, il va prendre quelques brides avec la police, après il va me prendre un bel article. Alors, ce qui est important, c'est la réflexion quand on implémente l'IA et de savoir si elle est utile ou pas et de voir quelles sont les tâches qui sont modifiables les plus rapides. C'est en fait la qualité du travail réalisé. Effectivement, si vous avez une base de données et c'est ressortir pour trouver des éléments, mais même si l'IA peut vous faire des comptes rendus, demain d'ailleurs, il y a déjà des outils qui peuvent dire si votre texte est fait par l'IA. Aujourd'hui, vous pouvez créer des prompts en disant je voudrais que ce soit telle chose, etc. Mais vous n'aurez jamais cette intelligence émotionnelle et cette intelligence pratique qui est la nôtre et surtout notre esprit critique. L'IA ne fait que ce qu'on lui dit. Or, nous avons un élément de différenciation, il ne faut pas l'oublier. L'IA, il faut s'en servir peut-être pour aller plus rapidement sur certaines tâches qui sont sans valeur ajoutée ou faciliter les choses, mais elle ne doit en rien nous remplacer. Comment l'IA peut rentrer dans le travail d'un journaliste, celui qui recueille l'information, qui la transpose pour mettre dans un journal, dans une radio?
à la télévision, sur une plateforme Alors, sociale. il faut faire attention parce que ChatGPT s'alimente du contenu qu'il a déjà. Et d'ailleurs, parfois, l'actualité n'est pas dedans. Parce que si personne n'a rentré l'actualité, il ne l'aura pas. Et en plus, il y a un point important, il faut savoir que ChatGPT est alimenté par pays par un seul type de journal. En France, c'est Le Monde, par exemple, qui ne couvre pas l'ensemble. Donc, vous allez avoir forcément une information qui correspond à une couleur, à une façon de faire. Rien ne remplacera le travail d'investigation et c'est plus intéressant de se servir pour vous d'aller sur Internet et de regarder différents journaux, mais en prêtant attention où certains, même grands médias, font juste, et d'ailleurs on l'a vu à travers le passé, hein, quel que soit le pays, font juste de la récupération d'articles et sans vérifier leurs sources. Alors, combien de personnes ont été déclarées mortes alors qu'elles étaient vivantes parce qu'ils ont vu une information qu'ils ont repris pour argent comptant. Donc le travail vraiment du journaliste est important et le sera encore plus demain. Mais ça, là, c'est le rédacteur en chef qui rentre en action. Comment lui, il va savoir, est-ce que cette information-là est vraie? Parce que quand il va aller faire sa recherche sur Google, ou il n'y a pas l'autre, Bing, tout ce que vous voulez, mais il aura la même information que le journaliste a pris. Alors, comment il va savoir la vérité et retravailler le truc? En fait, c'est toujours important, c'est le journaliste d'investigation et d'avoir des sources fiables référencées. C'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres, ce sont ces sources. Bien sûr que tout le monde peut rédiger un article sur tout, mais celui qui sera, comment dirais-je, le plus lu, c'est celui qui amènera sa touche personnelle, qui amènera l'information qu'il n'y a pas. Et effectivement, si tout le monde utilise le même ChatGPT et autres, eh ben, ça sera sans couleur et sans odeur. Et il faut, et je trouve qu'il est important parce qu'à un moment donné, les personnes vont avoir besoin de fond. Aujourd'hui, elles lisent des informations sur des médias courts et en fait, on leur fait du prémâchage. Je pense que les articles de fond vont revenir comme les articles scientifiques parce qu'à un moment, on va se rendre compte que si nous n'avons pas de culture scientifique et technique et de la vraie actualité, il y aura un décalage. Et donc là, c'est aussi, bien sûr, on écoute les personnes, mais c'est peut-être aussi un travail de pédagogie qu'on a besoin de tous de faire. Disons, un article de fond, bon, on ne peut pas mettre la photo d'une personne. Est-ce que l'image IA commence à avoir sa place dans ce monde journalistique où nous sommes, ou chez les DRH aussi? Vous avez besoin d'une photo pour attirer quelqu'un, ben, vous n'avez pas, vous n'avez pas de droit sur les photos, vous n'avez pas aller sur si Google Images et piquer une photo, dire voilà. Non, si on n'a pas le droit d'usage de la photo, on ne peut pas, ça c'est important. Et toute restitution par l'IA peut engendrer des problèmes, tout en sachant qu'une image construite par IA n'a aucun Il n'y a pas de copyright. copyright. Donc la problématique, c'est qu'effectivement, les articles générés par IA ou les images générées par IA tombent dans le domaine public directement. Ça, souvent, on ne le sait pas. C'est pour ça que dans les cabinets d'archi ou de création, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'IA. Mais le journaliste peut mettre des données, disons des données macroéconomiques, et bon, On vas-y, a tout. fais un graphe, tel pie chart. Mais en fait, on a toujours fait ça, même avec Internet, d'aller chercher des données. La différence, c'est quelles données on va chercher. Et ça, c'est l'intelligence pure du journaliste qui va prendre le temps de faire une recherche qu'on ne va pas trouver dans ChatGPT, qui est alimenté, qui n'est pas alimenté de tout. Je vous ai parlé, il y a l'étude Gartner, Goldman Sachs, ce genre de choses que vous n'allez pas retrouver. Si vous dites le nom, peut-être que vous allez retrouver une synthèse, mais il faut que chacun ait ses propres sources de médias et des sources qui ne sont pas forcément concordantes. Donc, si j'ai un rapport, nous, à Maurice, on appelle ça statistique malicieuse. Vous avez le bureau des statistiques en France. Bon, me saute un rapport, je prends les données macroéconomiques qu'il faut, j'envoie ça dans le prompt pour ChatGPT. Il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas avoir de problème. Mais ça dépend ce que vous voulez chercher. C'est ça le problème. On peut faire tout dire aux données. Je peux vous dire, par exemple, que c'est pas grave qu'un data center consomme l'équivalent de 30 000 foyers. Je peux vous dire attention parce que demain, on a de moins en moins d'eau potable sur notre planète et si on continue comme ça, on n'en aura pas d'autres. Et arrêtons de faire des gigantesques data centers et posons-nous plutôt la question de l'IA raisonnée, qui est vraiment un vrai défi. Donc en fait, les journalistes ont la même donnée. Ce qui va être différent, c'est l'angle que vous voulez donner et l'information que vous cherchez.
Une donnée n'est que là que pour infirmer, voilà, ou au contraire affirmer. Au contraire, ce que je trouve le travail du journaliste, c'est de permettre aux uns et aux autres de s'interroger et de grandir aussi par eux-mêmes. Donc, autre niveau dans une salle de rédaction, c'est le correcteur ou la secrétaire de rédaction. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que ça va changer? Le texte ne lui plaît pas, le rédacteur dit, bon, tu sais, j'ai pas le temps, corrige ça, reformule. Ben, avec 60 textes, avec une sortie dans 3 heures de la presse, sûrement elle va se servir de ça. Comment elle peut se servir de ça pour garder l'authenticité du journaliste, celui du rédacteur, et plus important, celui du journal? En fait, c'est ce qu'on appelle souvent l'époque, les proof of concept, c'est d'essayer. En réalité, souvent, on essaye de faire ce genre de choses pour avoir une synthèse d'un texte. Mais après, c'est ce qu'on appelle quelque chose diabolement, c'est-à-dire ça va être ni goût sans saveur à la fin et on va perdre. Il faut accepter qu'il y ait des métiers qui soient gardés. Si vous avez quelqu'un qui est très bon, on le voit bien dans les éditeurs de livres, et c'est la même chose pour les traductions. Les traductions automatiques avec des outils, c'est bien, mais parfois vous perdez l'esprit. Et c'est l'esprit qui est le plus important. Donc il faut faire la différence entre des articles courants qui finalement n'auront pas d'impact et des articles de fond. Et c'est là où se trouve l'esprit critique et l'intelligence humaine. Il y a des articles qui mériteront de passer du temps et que ce soit l'humain. Nous, on voit ça dans les traductions. Et d'autres qu'en réalité, qui sont beaucoup plus simples de niveau, pourront être plus vus par l'IA et relus après ou pas. Donc c'est cette intelligence humaine par rapport effectivement à l'importance de l'article et des éléments. Le mot traduction est important parce que nous sommes bilingues, Ah oui, tout à fait. comme vous aussi, peut-être la France est bien proche de Oui, l'Angleterre. Parfois, nous on avons parle des des informations en anglais, mais nous avons un lectorat français, francophone. Donc, on va passer ça dans Google Translate ou ChatGPT, on va mettre un prompt, traduis-moi ça, une page pour faire une brève de 60 mots. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Est-ce que Alors, c'est éthique? Éthiquement, on dit non. alors, c'est possible de le faire, mais le résultat sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. C'est ça le problème. Il peut y avoir une atténuation de ce que vous dites, voire des mots changés pour les autres. Et je rappelle ce que j'ai dit sur l'utilisation de l'IA, c'est la personne qui l'utilise qui est responsable. Donc en clair, une personne chez vous dont la fonction et la traduction se sert de l'IA et il y a des erreurs, des contresens par exemple, eh bien elle en portera la responsabilité. Donc il faut lui donner une charge de travail qui correspond à la possibilité, mais après, la personne ne peut pas se défausser en disant s'il y a une charge de travail correcte, non, c'est pas moi, c'est l'IA. Ça, c'est pas entendable. Mais la seule chose, sauf si vous lui donnez du travail pour une personne et demie et qu'elle est toute seule. Mais c'est ça qui est important. L'IA est un outil, mais nous gardons la responsabilité de la production de ce que nous sortons par l'IA. C'est important à la fois par les journalistes et pour tout le monde. Donc, le directeur la dernière part, le directeur de publication va regarder, puis dire, écoute, Jean-Claude, c'est de l'IA, ça. Tiens-moi ça et refais un autre journal. Donc, comment on va faire? On recommence l'étape? En fait, ce que vous dites là est excessivement important. C'est l'instruction qui nous est donnée qui est la première des choses. Si on nous demande un article sans IA, c'est qu'il faut nous donner le temps de faire un article sans IA. Et c'est ça, c'est la cohérence. Donc si, plutôt que d'attendre que ça monte, c'est finalement votre directeur de rédaction, si lui a pris la décision de ne pas utiliser l'écriture d'un article avec l'IA, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher des sources, mais vous ne pouvez pas faire de copier-coller. C'est juste que ça doit être une création pure intellectuelle, parce qu'on a déjà des logiciels qui nous permettent de connaître la création pure, et il n'a pas tort, parce que la plus-value d'un journal, c'est la plume de chacun. Nous avons tous une plume différente, avec nos émotions. Mais il faut juste que l'instruction soit donnée avant et que ce ne soit pas à l'inverse quand ça remonte. On a pris presque 80 ans pour arriver où nous sommes. Vous avez commencé, nous avons parlé de la fameuse machine allemande Enigma. On ne va pas parler dans 80 ans, disons 2035, dans 10 ans, on sera quoi? Tout le monde, parce qu'on a connu la révolution Google. Il y avait Yahoo, il y avait d'autres choses. Après, ce coup, Google est venu le numéro un en termes de recherche. L'IA, maintenant, dans 10 ans, ça va Alors, être je pense qu'il y a un rôle important des journalistes, c'est d'attirer les nouvelles générations vers la lecture d'articles de fond.
aujourd'hui, les jeunes, alors je ne parle pas de tous, mais utilisent beaucoup plus ChatGPT et d'autres assistants et ne lisent plus de lecture de fond. Et comme c'est ce qu'on appelle la ferme à clic, quand vous regardez, vous avez une consonance politique, philosophique, religieuse ou autre, on ne vous donne que ça, c'est la ferme à clic. Si nous n'ouvrons pas l'esprit aux jeunes pour leur dire c'est important de lire des choses, je ne suis pas forcément d'accord, mais pour autant je reprends la connaissance, nous allons en faire des adultes à qui manquera quelque chose, parce que ce qui arrive après, c'est ce qu'on appelle la radicalité, comme tous les jeunes qui pensent que la Terre est plate aujourd'hui. Vraiment, ma dernière question, comment on va essayer d'aider ces jeunes-là de ne pas rentrer dans le fake news et plus important, le deepfake? Alors, et là, on voit le rôle des entreprises. Parce que dans les entreprises, quand on implémente l'IA, on fait des chartes d'expérimentation d'IA où on rappelle tous les éléments sur les règles par rapport à la norme ISO 42001 sur le management de l'IA qui concerne la transparence. On va voir aussi la fiabilité des données, regarder les risques d'hallucination, la responsabilité, et en ouvrant l'esprit de nos salariés et de notre écosystème, eh bien, on permet d'en faire des adultes qui ont un regard différent. Comptons sur l'école aussi pour le faire, parce que voilà, ils arrivent à un certain âge, et c'est un rôle que nous devons aussi avoir en tant que parents. Rappeler que la vérité n'est pas unique, il y a différentes vérités, et l'important, c'est se faire son propre esprit critique en lisant des articles de fond. Et pour moi, la presse est importante parce qu'aujourd'hui, ce sont que des informations parcellaires qui sont lues, sans fond pour la majorité des personnes. Vous avez lu la presse mauricienne? Vous avez eu l'occasion de prendre un Pas encore, journal? je Pas suis encore. arrivée, Il je faut suis en essayer. vacances. Vous allez nous dire si c'est un peu, si Je vais trouver un dire. peu si me confesse ou dans l'IA. Moi, j'aime bien, en tout cas, je trouve que cette approche des journaux en France pour rendre gratuit le titre et les premières lignes fait que souvent on est attiré par contre des abonnements parce que la presse a besoin d'argent pour vivre et je trouve que c'est important et de prendre Mais après des abonnements. malheureusement, c'est pas mauricien. Mauricien, il veut avoir tout gratuit. C'est ça le problème. Alors, je rappellerai que pour ceux qui veulent l'avoir gratuit, quand c'est gratuit, ça veut dire que nous, on est le produit, ça veut dire qu'on nous prend nos données. Il faut savoir payer le juste prix des choses, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit également dans les lectures de fond, c'est ce qui nous enrichit et font de nous des humains responsables pour le monde de demain. Laurence, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.